Oh, tu as vu le Grand Prix ce week-end? Oh là là, ah, je me suis à peine éveillé, je crois, je repars dans ma sieste. Et ce week-end, on a assisté donc au Grand Prix du Japon, soporifique, clairement, on s'est fait chier, on va pas se mentir. C'est malheureusement quand même, la deuxième course, du même acabit puisque en Chine, on n'a pas vécu non plus, le Grand Prix de l'année et on va analyser un peu ça, qui en est le principal responsable. On va voir que les choix de Pirelli, sont au cœur du sujet, mais pas que, on va quand même un peu développer, et évidemment, l'happening de ce week-end, tous les yeux étaient rivés sur le garage Red Bull, en plus, pour deux choses évidemment. D'abord parce que notre Yuki faisait donc, son arrivée, dans son pays, le pays du soleil levant, au Japon, chez lui. Donc grosse pression, 1er Grand Prix puisqu'il a été promu chez Red Bull. Les yeux étaient rivés. On va voir que Yuki, malheureusement, on n'a pas réussi à tirer le meilleur, mais c'est déjà mieux que Liam Lawson, même si c'est pas fou. On va faire une analyse de ça évidemment, et si les yeux étaient rivés aussi sur Red Bull ce week-end, sur le garage, c'est que Max nous a fait la démonstration. Ça y est, on a eu ce week-end un Max 2.0, c'est-à-dire le fameux Max qui n'a pas le meilleur matériel, mais qui nous fait une démonstration pour aller chercher le pur, le résultat pur, hein, la plus haute performance qu'il puisse obtenir avec la voiture qu'il a actuellement. Et on va revenir évidemment sur comment Max a eu cette victoire, qu'est-ce qui pouvait le contredire, où étaient les McLaren, est-ce qu'il y avait une stratégie à faire ou non, il y a eu des débats, est-ce que McLaren avait la capacité ou non de répondre du coup à Max Verstappen. C'est vrai que la McLaren est pour l'instant la meilleure voiture du plateau. Et puis on fera un petit passage avec les rookies qui se sont encore une fois distingués. Un petit brief là, un petit point sur l'ensemble des rookies après les 3 premiers Grands Prix. Allez, on en parle, on en discute. C'est enfin bon, bien sûr. Allez, on attaque tout de suite donc ce débriefing avec le côté soporifique, la nuit, la pénombre que l'on a vécu sur ce Grand Prix du Japon. Un départ sur la grille et puis plus rien. Que s'est-il passé? Très peu d'action, c'est vrai. Déjà au premier virage, personne n'a vraiment pris de risque et on s'est retrouvé donc à peu près avec les voitures, les pilotes dans la même position. Et là, on a assisté au train-train, un train-train malheureusement qu'on avait déjà vu en Chine. Cette espèce de train-train où tout le monde se suit, du coup reste dans une zone, on l'a dit, globalement entre 2 et 3 secondes du pilote devant, parce que si on reste en fait trop proche du pilote devant, on va abîmer ses pneus, on a peur de les abîmer. Donc on reste à une distance raisonnable sans pour autant l'attaquer, hein, sur un circuit, en plus, le Japon qui est pas particulièrement, aisé en dépassement. C'est vrai que c'est un peu difficile, de dépasser au Japon, et là, on a assisté à un train-train d'un ennui, incommensurable, et malheureusement, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu en Chine. En Chine, c'était exactement la même chose. Alors avec une approche un peu différente, c'est vrai en Chine, où il y avait vraiment une surprotection, surprécaution des pneus parce qu'en Chine, on l'a dit, en fait, le tarmac avait été refait. Alors ça au Japon aussi, hein, on va y venir, hein, c'est un parallèle, mais en Chine, le tarmac avait été refait. Évidemment, il y avait beaucoup de précautions parce qu'en ce début de saison, en fait, les équipes ne connaissent pas vraiment les pneus et ont pas vraiment, envie de prendre, des risques, et justement, rester restés dans un train-train assez calme au début, donc un rythme peut-être plus faible, hein, que ce qui devrait être, pour pas abîmer leurs pneus, et surtout une distance raisonnable sans prendre en fait, de réels risques, en accélérant, parce que si on accélère et qu'on est coincé finalement derrière un concurrent, on crame ses pneus, et comme on est le seul à le faire, on risque de basculer sur une stratégie à 2 arrêts. Et si on bascule sur une stratégie à 2 arrêts, certes on va plus vite, mais le problème c'est est-ce qu'on va dépasser? Est-ce qu'on va remonter le peloton facilement? Pas sûr, on peut rester bloqué, et ça paie pas. Du coup, ce qui se passe, c'est que comme au Grand Prix de Chine, autant au Grand Prix du Japon, puisqu'on avait la même chose, un tarmac refait,
Tout le monde est resté sur cette stratégie un arrêt. Tout le monde est resté évidemment à 2-3 secondes tranquilles les uns des autres, sur un rythme qui n'est probablement pas le réel rythme potentiel des voitures, c'est-à-dire inférieur, histoire d'être sûr d'assurer le coup de rester sur une stratégie à un seul arrêt, puisque sur circuit, c'est pas si facile de dépasser. Et puis on s'est ennuyé, mais le problème, c'est que c'est pas ça la course auto. Là, c'est quand même, un schéma qui se répète et c'est un schéma qui est très ennuyeux. C'est un schéma qui est très ennuyeux pour les spectateurs, mais pour les pilotes aussi, hein. Franchement, on se tape, les conférences de presse, d'après le Grand Prix de Japon. J'ai eu une course très seule. Bon, c'était pas la course de l'année, c'était une course très tranquille et puis les mecs, ils sont pas épuisés, quoi. Hein, je veux dire, ils se sont pas saignés les pilotes, hein. Ils sortent, ils sont tranquilles, hein, de leur course. Il y a pas eu, de gros efforts physiques à fournir avec le rythme. On a l'impression en fait qu'ils sont sur la pédale de frein, quoi. Ils ont mis le ils ont mis le frein à main et puis ils y vont tranquille, quoi. Le but c'est de rallier l'arrivée, de faire son seul arrêt, de pas prendre trop de risques et voilà. Et on l'a expliqué. Le problème c'est que pour casser cette stratégie, faut envisager de taper dans les pneus sur une stratégie à 2 arrêts. Si on fait ça, bah, il faut s'assurer d'être sûr de pouvoir dépasser parce que si on dépasse pas les pilotes, cette stratégie, elle marchera pas si on est bloqué derrière un pilote et les écuries n'y croient pas, en fait. Elles se disent que c'est pas viable. On va passer 1, 2, 3, 4 pilotes et puis quand on va arriver sur des pilotes avec un rythme qui est plus proche du sien, hein, si on n'a pas une bonne seconde au moins plus rapide, bah, en fait, est-ce qu'on va les dépasser? Pas sûr. Pas sûr avec les perturbations aérodynamiques que ça passe. Et donc voilà, on a ce schéma qui est, malheureusement, très ennuyeux et qui ne procure pas de plaisir. Franchement, il faut le dire, pas de plaisir ce train-train. Alors qui en est le responsable? Le problème, c'est que Pirelli a fait quand même le choix de la gamme de pneus et sur cette gamme de pneus, Pirelli a choisi en fait, la gamme de pneus la plus dure. Je pense qu'il est vraiment temps pour Pirelli de faire un revirement, hein. Le problème, c'est qu'elle a pas pu le faire là parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, les choix de pneumatiques sont faits évidemment en avance parce qu'il y a évidemment de la logistique, le temps que les pneus soient amenés sur les circuits, c'est pas 4 jours avant qu'on va pouvoir dire aux écuries: «Non, en fait, la gamme de pneus, elle a changé, on va partir sur des pneus plus tendres parce qu'on s'est rendu compte la gamme de pneus trop dure sur ces circuits, elle est trop précautionneuse». Donc le spectacle va arriver. Je crois que Pirelli s'ajuste là en début de saison, mais le problème c'est que ça nous a un peu gâché les 2 premières courses. Particulièrement maintenant, on le sait, donc sur des tarmacs refaits, il y a apparemment pas de dégradation pneumatique. Et en fait, la dégradation pneumatique, c'est ce qui conditionne la stratégie, hein, quand même. Voilà, on n'est pas forcément obligé d'avoir une surdégradation pneumatique parce que la destruction des pneus, ça rend un spectacle un peu chaotique. Mais en fait, le but, c'est de retrouver un juste milieu pour créer de la stratégie. Là, il n'y a pas de stratégie, on l'a dit, tout le monde est à un seul arrêt, tout le monde est sur une gamme de pneus très dure et il n'y a pas de dégradation. Et on a un train-train. Si on a des qualifications qui sont assez semblables au rythme de chacun, et si on n'a pas la possibilité de dépasser, eh ben, on se fait chier. En tout cas, au pays du soleil levant, on était attentif, très 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 attentif à l'arrivée du coup de Yuki Tsunoda. Évidemment, c'était le main event du Grand Prix du Japon, donc Liam Lawson qui a été rétrogradé au bout de 2 courses. C'est dire si l'écurie Red Bull s'est rendu compte très rapidement qu'elle n'avait pas fait le bon choix. Il faut dire que le Néo-Zélandais, en plus évidemment d'afficher des performances catastrophiques, on l'a dit, hein, que ça soit en fond de grille, en qualification et pas de rythme en course, mais aussi défaitiste en fait dans le langage, hein. Il y a le corporel, il y a la parole. Quand un pilote commence à dire j'ai pas de solution, je comprends pas d'où ça vient, et qu'on est à la deuxième course, là c'est un schéma qui se répète pour Red Bull. Donc oui, ils ont pris une décision qui paraît un peu injuste et hâtive, mais en fait on l'a dit, hein, on en avait parlé sur le dernier podcast, mais ils ont plus le choix. Et c'est un discours qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà entendu chez beaucoup de pilotes d'entre eux, et ils ne prendront pas logiquement ce risque. Et ils ont raison, honnêtement. Autant placer une autre bille, comme on dit. Donc ce week-end, on a eu Yuki Tsunoda qui est arrivé. Et Yuki Tsunoda, ça reste assez mitigé comme entame. Même s'il y a un espoir, c'est quand même un peu mieux que Liam Lawson. Mais pour l'instant, il va falloir quand même attendre avant de voir un Yuki un peu plus intéressant. En tout cas, Yuki, l'objectif, c'est qu'il rentre dans les points, qu'il soit au moins dans le top 10, hein. Ça, c'est un objectif qui, à court terme, qui doit être constant, on va dire.
Sur cette première approche, c'est vrai que sur les essais libres, en globalité, Yuki Tsunoda s'est senti plutôt à l'aise, il faut le dire franchement, un rythme plutôt correct. Il était là, vraiment dans le top 6, dans le top 8, plutôt présent avec, on va dire qu'il avait trouvé ses marques assez rapidement et on était confiant. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a eu comme on dit, la brioche est trempée. La brioche est trempée, c'est ce qu'on dit. C'est que vraiment, ça s'est débiné au moment des qualifications. Et là, le pauvre Yuki, bah, il a vu le vrai rythme des pilotes à côté, hein. Souvent, en essai libre, on donne pas tout. Là, lors des qualifications, tout le monde a accéléré. Et vraiment, le pauvre Yuki s'est retrouvé à la 14e ou 15e place, je crois. 15e est très dur pour Yuki Tsunoda qui malheureusement du coup se fait sortir en Q2 dès la Q2, un peu en dernier de Q2. Et malheureusement, on l'a dit, hein, au Japon, là, vu le format, compliqué de dépasser et tout le monde sur son train-train à un seul arrêt. Bon, la remontada, elle était compliquée. Malgré ça, Yuki Tsunoda va quand même remonter à la 11e place, à la porte des points. Alors honnêtement, moi dans ma tête, je m'étais un peu projeté sur un Yuki entre la 8e et la 10e place, donc je l'imaginais tout juste rentrer dans les points, pas beaucoup plus. Mais bon, il y en a un, on connaît un des refs qui l'ont vu, voilà, qui m'ont dit autour de moi, Yuki 5e, voire Yuki podium. Il y en a qui se sont enflammado, hein, je dis pas de nom, mais ils se reconnaîtront dans ce podcast, s'ils m'écoutent forcément. Mais ouais, en effet, bon, c'est une performance qui est mitigée, mais qui pour moi est pas une porte fermée, sur Yuki. Voilà, on sait que la Red Bull est très compliquée à piloter, c'est un fait. Il arrive, pas dessus et qu'il casse pas la baraque dès le premier Grand Prix, pourquoi pas? Il y a un temps d'adaptation et puis, il y avait beaucoup de pression, c'était chez lui. Je crois que le but, c'est de l'évaluer sur, plusieurs Grands Prix et puis c'était pas catastrophique, il était pas en perdition, il est remonté pendant la course, donc il avait un bon rythme de course, un rythme de qualification à trouver, et un rythme de course, donc avoir les 2 vraiment. La première fois qu'on monte dans une voiture, c'est souvent assez rare, hein, chez un pilote. Il va avoir, l'un et pas l'autre. Franchement, honnêtement, qu'il ait un bon rythme de course, c'est quand même plus rassurant que l'inverse. Donc voilà, il y a une base de travail, on va voir. Yuki sera forcément attendu, mais si les yeux ont été rivés sur le garage Red Bull, ce n'est pas que lui, c'est que en plus Max lui a volé la vedette, parce qu'évidemment on a eu la bête du Gévaudan, ça y est, le retour, l'animal qui découpe tout le monde, Max 2.0, donc qui nous a sorti déjà un tour de qualification stratosphérique, hein, parce que franchement, on n'a pas senti que la Red Bull était en capacité, honnêtement, d'aller chercher le top 2 en qualification. On sentait que les McLaren étaient pas réellement touchables, en tout cas. Et là, il nous a sorti un tour, mais monstrueux, Max, pour aller chercher la pole. Et derrière, eh ben, en fait, ça a déroulé. Étonnamment, il avait quand même un rythme assez solide et les McLaren ont jamais réellement pu avoir un rythme suffisant, en tout cas pour le dépasser dans ce schéma actuel. Alors attention, c'est là où c'est important, il ne faut pas s'enflammer. Le Grand Prix du Japon, on l'a dit, là c'était nouveau tarmac, un seul arrêt, un peu précautionneux. Il n'y avait pas une grande différence, donc c'est assez difficile de dépasser. Globalement, là au Japon, pour dépasser le pilote devant soi, fallait mettre une bonne seconde en rythme plus. Et la McLaren, elle n'avait pas cette seconde, en tout cas sur la Red Bull de Max Verstappen ce week-end. Ça ne sera pas le cas sur d'autres circuits où si les McLaren sont 5 dixièmes, 4-5 dixièmes plus rapides, il sera dépassé Max et ciao, bonsoir. Surtout que probablement que Pirelli va transformer, va changer en fait ses choix de gamme de pneus et que du coup on va assister à plus d'arrêts. Donc attention, ça peut être à l'heure. En tout cas, il nous a là, en l'état actuel, c'est comme d'habitude. Max, il maximise. Max, il maximise, t'as vu? Max, il maximise complètement. C'est la trace, voilà, c'est la marque du champion, tout simplement. Quadruple champion du monde, hein. Là, en ce début de saison, Max, du coup, est venu chercher cette qualification. Il a fait la stratégie parfaite. Il a maintenu le cap. Il est allé chercher cette victoire au panache. Et là, résultat, qu'est-ce qui se passe? Max, il est deuxième du championnat avec un point de retard seulement sur Lando Norris. Pourtant, Max Verstappen n'a absolument pas la meilleure voiture du plateau. Aujourd'hui, c'est McLaren et de loin. La Red Bull est, on sent un peu plus à l'aise aller que la Mercedes et la Ferrari, mais c'est pas foufou non plus.
Donc vraiment, Max 2.0 tout simplement. La bête, voilà. Forcément, on fait un petit crochet par le stand McLaren. Puisqu'on parle de la victoire de Max, il faut rebondir un peu sur la strat de McLaren parce que c'est vrai qu'il y a eu post-course, donc les deux se sont élancés, Norris, Piastri derrière. Ils avaient un très bon rythme. Piastri, un rythme légèrement supérieur à Norris, mais moi, ce que je vois, c'est un Piastri qui est vraiment qui a passé un cap, je trouve, en ce début de saison, en tout cas, qui est pour moi l'homme le plus rapide là et le plus dangereux. C'est pas forcément celui qui a maximisé ses résultats, enfin en tout cas, notamment à cause de son tête actuelle Melbourne, mais en tout cas, c'est celui qui a le rythme. En tout cas sur la McLaren le plus solide et attention, c'est un dangereux concurrent, je pense, pour le championnat, même si pour l'instant, en effet, il n'est pas, il n'est pas devant les deux autres. Mais attention, moi, il m'impressionne en ce début de cette année, Oscar Piastri. Je trouve qu'il a vraiment passé un cap dans le rythme de course, en fait, qui était quelque chose sur lequel il pêchait un peu. Oscar Piastri donc et Lando Norris calé derrière Max et derrière McLaren n'a pas trouvé la solution. Alors on a entendu donc des dires sur la stratégie. McLaren aurait-elle dû faire une stratégie différente, décaler ses ravitaillements? Alors sur le fond, oui, peut-être que il y avait une possibilité de différer en fait, de continuer son run un peu plus longtemps ou de rentrer Oscar Piastri un poil plus tôt pour forcer Max Verstappen à rentrer, puis faire rentrer Lando Norris un peu plus tard pour mettre la pression. Mais honnêtement, on oublie quand même un élément clé de ça, c'est qu'en fait, lors du premier run en médium, donc qui va durer quand même un bon tiers de course facile, en fait, l'écart entre Max Verstappen et jusqu'à, on peut dire, Lewis Hamilton, il est faible. Toutes ces voitures, elles sont écartées de 2 secondes, grand max, hein, parce que derrière, on a, derrière Oscar Piastri, en fait, on a Charles Leclerc, puis après Russell, puis après on a Antonelli, puis du coup Lewis Hamilton. Et en fait, tout le monde se suit sur un écart de 2 secondes. Donc le problème, c'est que si on rentre pas au stand, si on rentre au stand trop tard, même si c'est vrai, l'undercut n'était pas non plus foufou au Japon, bah, on va finir par perdre des places. Donc Lando Norris, il ne pouvait pas non plus continuer ad vitam aeternam sur le circuit, faire quelques tours de plus, puis après rentrer et espérer finir Max Verstappen avec des pneus plus frais. Parce que s'il ressortait derrière, en fait, par exemple, Charles Leclerc, bah, il était dans la merde parce qu'on l'a vu, hein, il fallait un sacré rythme pour dépasser. Et le rythme de Charles Leclerc, il était plutôt bon. Et on l'a dit, honnêtement, franchement, il fallait une bonne seconde d'avance. Enfin, il faut une bonne seconde en termes de rythme pour pouvoir dépasser quelqu'un sur le Grand Prix du Japon. Et du coup, ça n'aurait pas été forcément pertinent pour Lando Norris. Rentrer plus tôt, bah, il s'avère que finalement, c'était pas non plus la folie. On aurait rentré Lando Norris un peu plus tôt, un tour avant Max Verstappen. Bah, le truc, c'est que Max Verstappen, il rentre au stand le tour d'après. Et qu'on a vu qu'il y avait, sur le Grand Prix du Japon, en tout cas, une mise en température des pneus qui était importante. Et du coup, sur le premier tour, on gagnait pas tant de temps que ça. Ce qui fait que du coup, l'undercut, il n'était même pas possible, il n'était pas très efficace. Donc voilà, on est dans une situation un peu figée, c'est tous ces éléments qui font qu'on a eu une course un peu soporifique et qu'on n'a pas eu la capacité d'avoir des stratégies un peu intéressantes malheureusement. On espère évidemment que ça va se débloquer. Tout ça, ça change selon évidemment, on l'a dit, selon les circuits, selon le tarmac, selon les pneus, selon les rythmes de course. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et ça ne va tendre qu'à s'améliorer. Mais est-ce que McLaren avait vraiment la capacité de battre Max Verstappen ce week-end? Je ne suis pas sûr. Allez, on termine par le petit point rookie quand même. On va faire un petit point parce que bah déjà, on a eu Isaac Hadjar qui nous a refait une performance hyper intéressante, c'est qu'il termine 8e ce week-end. Et on va faire le tour un peu de tous les rookies. J'attaque par le français parce qu'évidemment, Cocorico, on attaque toujours par le français, tu vois, ça fait plaisir. Mais évidemment, on va faire un point parce que là, ça fait 3 Grands Prix et je crois qu'on peut faire un peu le tour des forces en présence côté rookie. Alors évidemment, il y a des rookies qui se sont montrés très à l'aise et qu'on peut lister dans le haut.
globalement, on a un bon panier de rookies. On savait qu'il y avait quand même du potentiel chez eux. Et là, ça s'est avéré. Antonelli qui monte tout doucement en puissance, hein, qui se rapproche petit à petit du rythme de Russell et qui délivre, hein, un premier Grand Prix un peu en essai où il a bien progressé dans le top 10, un deuxième aussi. Et puis son but finalement maintenant, c'est commencer à intégrer ce top 8, hein, puisqu'on le sait, hein, il y a 4 vraies écuries qui doivent truster les 4 premières places. C'est McLaren, Red Bull, Ferrari et Mercedes. Lui, il doit être dans ce top 8. Voilà, ce n'était pas le cas des 2 premiers Grands Prix. Là, il l'a été. Et en plus, il a été devant Lewis Hamilton, hein. La classe. Mais voilà, là, c'est son but à Antonelli. Et on sent qu'il se rapproche petit à petit du rythme de Russell. Évidemment, il n'en est pas au même niveau. Et c'est pas forcément ce qu'on attend de lui. Mais il fait vraiment un très bon début de saison, tout en apprentissage, tout en montée en puissance. Il est très impressionnant, l'Italien. On savait, hein, qu'il était rapide. Toto a eu un coup de cœur. Je le vois déjà porter l'Italien chez lui pendant 10 ans, tel un Lewis. Ah, il lui fera des poutou-poutou. Mais voilà, Antonelli, donc son chouchou. Donc très bon début de saison pour Anthony. Isaac Hadjar, malgré son loupé à Melbourne, hein, dans son tour de formation qui malheureusement a été, il faut le dire, un peu gênant pour tout le monde, lui aussi. Derrière, il a bien rebondi. En Chine, il a fait un super Grand Prix, pas aidé par la stratégie à 2 arrêts d'AlphaTauri, puisqu'on y revient, hein, mais les stratégies à 2 arrêts sur les 2 derniers Grands Prix, c'était pas possible. Et puis là, un super Grand Prix, clean, qualifié donc 7e sur la grille. Et puis derrière, il vient chercher cette 8e place parce que il pouvait pas finir devant. Il ne pouvait pas vraiment finir mieux. Et puis il rapporte 4 points à l'équipe. Donc c'est vraiment un super résultat pour lui. Et 4 mois même mérité. Donc un début de saison plutôt réussi pour Isaac Hadjar aussi, malgré ce petit bémol australien. Et puis il y a aussi le dernier qui a vraiment bien réussi son début de saison, c'est Oliver Biermann. Oliver Biermann qui vraiment a rapporté des points déjà 2 fois. Bon en Chine a rapporté quelques points. Et puis là qui est venu chercher encore le point de la 10e place et puis qui domine nettement pour l'instant Esteban Ocon. Bon là il avait quand même les évolutions, en fait, il avait des évolutions sur le circuit qu'avait pas Esteban Ocon. Mais quoi qu'il arrive, en fait, c'est vraiment un très bon début de saison pour Oliver Biermann, qui a montré de la constance, qui a montré un bon rythme. Alors, on sent que là, c'est un peu plus en difficulté quand même en qualification, et pourtant, il arrive à extraire du potentiel. Mais en tout cas, c'est un très bon début de saison pour le rookie. On attaque maintenant les bémols, un peu plus compliqués. Gabriel Bortoleto, qui lui fait un début de saison plutôt mitigé, on va dire. Alors c'est toujours très dur d'évaluer ces voitures qui sont plutôt en fond de grille, hein. Les Sauber, les Steak Sauber. Mais bon, il est à côté de Nico Hülkenberg. Alors il a fait des qualifications qui peuvent être intéressantes, pas très loin de son coéquipier ou parfois même devant. En revanche, en course, c'est vrai qu'il n'a pas la capacité, pour l'instant, il n'a pas démontré en tout cas de capacité à vraiment extraire une performance plus intéressante que son coéquipier, qui est une bonne référence, hein, Nico Hülkenberg, c'est du très solide. Et donc pour l'instant, c'est très mitigé pour le Brésilien moi j'avoue, ça suit la hype, hein, c'est assez logique, hein. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui disait pilote A, pilote B, pilote C. Moi j'aurais mis ça, Gabriel Bortoleto, moi je le mets plutôt dans le deuxième wagon, pilote B. Et on va donc aller sur le dernier des Mohicans, Jack Doohan, donc qui nous a fait une sortie de piste donc avec Alpine, bon, qui lui pour le coup son début de saison est vraiment pas terrible, dominé par Pierre Gasly assez nettement, pas très à l'aise, pas vraiment en forme. Et puis Jack Doohan qui s'est complètement troué ce week-end avec une erreur de rookie assez bête, hein, faut le dire quand même, puisqu'il est parti du coup à la faute en laissant ouvert son DRS au Japon en fin de ligne droite. Forcément, tu tournes et quand tu as ton DRS ouvert, hein, la perte d'appui est tellement énorme, hein, quand on a le DRS ouvert que c'est compliqué de prendre le virage, forcément, parce qu'il faut un peu d'appui quand même pour glisser et prendre un virage. Donc voilà, Jack Doohan pour l'instant sur un début de saison qui n'est pas terrible, mais bon. Et la saison est encore longue, donc là c'était un premier point des rookies, on aura toute l'occasion de faire un autre point. Et on va rebondir tout de suite avec la fin, en tout cas, puisqu'on enchaîne dès ce week-end, on a un triple header, ça c'est quand on a
un Grand Prix tous les week-ends, donc on enchaîne direct avec Bahreïn. Alors là, il y a quand même un peu plus de hype de mon côté pour Bahreïn parce qu'il y a plus de possibilités de dépassement, parce que les écuries s'y sont déplacées. On va voir une vraie diff entre les performances de pré-saison et maintenant. Est-ce qu'il y a des écuries qui ont progressé ou pas? Ça va être intéressant. Et puis voilà, je pense que les gammes de pneus vont être aussi plus tendres et du coup, on aura peut-être plus de stratégie. Donc, et puis, on a toujours vu un peu de spectacle à Bahreïn. Donc, normalement, on devrait un peu plus se régaler. Eh ben, écoutez, on en discute, on en parlera. Ça sera après le week-end, après ce week-end donc, et ça sera avec Enfin Bon, bien sûr.